tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour un troisième round du combat des films. Et oui, déjà un troisième round. Et aujourd'hui, les amateurs de films de bagnole, de voitures vont être contents parce que j'ai choisi d'opposer deux des plus grands classiques du cinéma, de films de bagnole, hein, de poursuites de voitures. Et je parle pas de Fast and Furious ou rien de ça. Non, 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 on y va dans les classiques. Les bons vieux classiques des années 70, parce qu'il y a deux films qui sont sortis à cette époque-là qui sont parmi les meilleurs jamais faits dans le genre. Et je parle évidemment, un de Vanishing Point, Point Limite Zéro, et de Gone in 60 Seconds. C'est les deux films qui vont s'affronter aujourd'hui. Et ça, c'est pas le film avec Nicolas Cage, dont il y a eu un remake, je vais en parler un peu brièvement tout à l'heure. C'est un film fantastique où il y a des vraies cascades de voitures. Il y a 95 voitures qui ont été massacrées dans ce film-là. C'est deux films spectaculaires qui se passent, lui, dans les grands décors, dans les grands paysages américains. Ça se passe davantage dans une ville. Donc, aujourd'hui, c'est le combat des films avec des voitures qui vont s'affronter. Est-ce que le gagnant va être Vanishing Point ou Gone in 60 Seconds? Je suis certain que déjà, parmi vous, il y en a pour qui un de ces films-là est votre préféré. Donc, vous saurez me le dire dans les commentaires. Mais sans plus tarder, aujourd'hui, étant donné que c'est moi qui va décider qui est le gagnant du combat des films, eh bien, on va commencer par rappeler un peu les règles du combat des films. Alors, je présente deux films et qui sont de thématiques similaires. Cette fois-ci, c'est des films de bagnole. Il y a 5 critères. D'abord, la réalisation du film, qui est le critère numéro 1. Chaque critère est basé sur 5 points de 1 à 5. Le deuxième critère, c'est le scénario. Dans le cas des films d'aujourd'hui, c'est pas des films avec des grands scénarios, mais quand même. Le jeu des comédiens, le troisième, le plaisir du visionnement. Les derniers critères sont quasiment les plus importants. Le plaisir du visionnement, et 5, le potentiel de revisionnement. Donc, si on a aimé le film, est-ce qu'on a le goût de le revoir? Est-ce qu'on a l'impression qu'on va le réécouter prochainement ou, disons, l'année prochaine ou dans 5 ans? Donc, ça joue. Chaque critère est nommé de 1 à 5. Donc, sans plus tarder, on va commencer par notre premier film aujourd'hui. Dans le coin gauche, Vanishing Point, Point Limite Zéro. On va vous donner un peu la fiche de ce film-là. Vanishing Point, le titre français, Point Limite Zéro, c'est un film qui est sorti en 1971, réalisé par Richard Sarafian. Sa cote sur IMDb est de 7.2 sur 10. Et le scénario est de Guillermo Kane sur une histoire de Malcolm Hart. Alors, c'est le premier film dont on va parler aujourd'hui. C'est un film vraiment culte, Vanishing Point. Moi, quand j'ai découvert ce film-là, qui est pas, moi, je suis pas un amateur de bagnole. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui trippe tant que ça sur les autos. Je suis pas un gars qui capote, mettons, quand tu joué une Ferrari. C'est des belles voitures, mais je suis pas amoureux des voitures. Sauf que j'ai toujours aimé quand même voir des poursuites de voitures dans les films. C'est très cinématographique. Et quand c'est bien fait, j'adore ça. Puis, pas n'importe quelle poursuite, hein, parce qu'on en voit dans un film puis un autre des poursuites de voitures, mais on veut en voir des spectaculaires, des poursuites de voitures qui sortent de l'ordinaire. Et ces deux films-là nous proposent quelque chose d'unique. Hein. C'est des films qui vont inspirer beaucoup d'autres films. Dans les années 70, on est dans le mouvement hippie, surtout dans le début, fin des années 60, début des années 70. Les Américains en ont marre des institutions, c'est le mouvement hippie, on essaie de se rebeller contre l'establishment. Il y a le festival Woodstock qui va avoir lieu en 69. Et il y a un paquet de films qui vont sortir aux États-Unis dans ces années-là, qui vont montrer un petit peu cette philosophie-là de personnages un peu qui vont à l'encontre de l'autorité, de l'ordre établi. Et Vanishing Point, qui est sorti en 71, est un film qui est vraiment dans cette veine-là. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Kowalski, qui est un conducteur, un ancien pilote automobile, un gars qui a combattu durant la guerre du Vietnam, comme ça a été le cas de beaucoup de jeunes. Les Américains ont envoyé en pâture un paquet de leurs enfants dans une guerre où il n'y avait pas d'affaires là. Donc, Kowalski, c'est un héros de guerre. Il a participé à la guerre du Vietnam. Il est devenu ensuite policier.
On va apprendre tout ça dans des flashbacks durant le film. Et il est devenu pilote automobile et donc il a fait un peu tout ça. Maintenant, il se promène d'un État à l'autre pour amener des voitures d'un État à un autre. Et il va prendre le pari dans ce film-là qui est capable de convoyer une Dodge Challenger de Denver à San Francisco en 15 heures. Mais il va être pris rapidement en chasse par les autorités qui vont vouloir l'attraper parce que il file à une vitesse phénoménale sur les routes américaines. Et il va prendre la poudre d'escampette. Essayez de m'attraper. Hein? Catch me if you can, comme on dit en anglais. Donc, Kowalski, qui est joué par Barry Newman, qui est un comédien qui a été imposé par les studios parce que au départ, le réalisateur Richard Sarafian voulait Gene Hackman pour jouer le rôle principal. Gene Hackman aurait été très bon dans le rôle aussi. Je peux m'imaginer Gene Hackman facilement dans ce film-là. Le film est une poursuite du début à la fin. C'est une chasse à l'homme. Et en même temps, on voit dans le film qu'il va se développer un mouvement de sympathie pour ce personnage-là qui est pris en chasse par les autorités. Il y a un animateur de radio noir qui est aveugle, qui va le prendre en sympathie, qui va encourager les gens à prendre pour lui. Il va se développer un genre de mouvement, disons, de solidarité autour de lui, parce que les gens trouvent qu'il représente un symbole de la liberté, de la nouvelle génération. Donc, il va prendre la poudre d'escampette et chemin faisant, il va faire des rencontres durant son parcours à travers les grands paysages américains. Il va rencontrer entre autres un homme qui est un genre d'éleveur de serpents. Il va rencontrer un couple de hippies qui vont l'aider. Dans la version anglaise, parce qu'il y a deux versions, la version américaine et la version anglaise du film. Ben, dans la version anglaise du film, le montage qui a été fait en Angleterre, eh bien, il y a 6 minutes de plus dans lequel, vers la fin du film, le personnage de Kowalski va prendre une autostoppeuse qui est jouée par Charlotte Rampling. Ils vont fumer un joint ensemble dans l'auto, ils vont avoir une petite affaire ensemble. Et à un moment donné, elle disparaît de la scène. C'est une scène qui a été évacuée du montage américain. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que ça ralentissait un peu le rythme du film, même s'il y a des petits intermèdes dans cette grande poursuite. Mais c'est un film qui est extraordinaire au niveau de la réalisation. Barry Newman est quand même touchant dans le personnage. C'est un rôle où il parle pas beaucoup, mais on sent quand même les émotions d'un personnage qui a vécu toutes sortes d'affaires difficiles, qui a pratiquement plus rien à perdre, qui s'en fout un peu. C'est pas un film d'acteur, mais c'est un film qui, quand même, qui véhicule des émotions, qui nous fait vivre une certaine période de l'histoire américaine. Le film va être tourné en 28 jours avec seulement 19 personnes qui vont participer à l'équipe de tournage. Donc, un tournage à équipe réduite sur les routes américaines pour un budget de 1,4 million qui va être dépassé un petit peu parce que évidemment, il y a des scènes d'action, il va y avoir des autos. On va utiliser 8 Dodge Challenger pour le film, pour les séquences de cascade. Et c'est un film qui va être repris, cité. C'est un des films préférés apparemment de Steven Spielberg. Spielberg adore ce film-là. On va reprendre l'idée de la Dodge Challenger dans Death Proof de Tarantino. À la fin du film, il y a une cascadeuse qui veut prendre la Dodge Challenger, qui est un véhicule qui est vendu par un particulier. Ils vont utiliser ce véhicule-là pour faire une ride à travers les États américains. Donc, il va y avoir un hommage littéralement à point limite zéro dans le film Death Proof de Tarantino. Et le film, on a utilisé toutes sortes de techniques pour le tournage du film, pour montrer la vitesse à l'écran. Dans plusieurs plans, dans plusieurs séquences de poursuite de voiture, on a fait tourner la caméra à moitié de la vitesse et les autos roulaient à 80 km/h. Mais pour nous montrer qu'ils roulaient encore plus rapidement, quand on a mis, après ça, on a remis la pellicule à vitesse normale, les autos avaient l'air de rouler à une vitesse phénoménale. Donc, c'est des petits trucs qu'on a utilisés pour la réalisation du film. Il y a un cascadeur qui s'appelle Carey Lofton qui avait fait les cascades des films Grand Prix, qui avait auparavant fait les cascades de Bullet et, entre autres, la même année, qui va faire les cascades de voitures dans French Connection de William Friedkin, qui va être
à la tête de la plupart des cascades du film. Mais Barry Newman, apparemment, a réussi, avec l'entraînement de Carrie Lofton, à faire quelques-unes de ses propres cascades dans le film avec la voiture. Et le film, quand il va sortir, sera pas un succès immédiat. Ça va marcher beaucoup un peu à travers le monde. Mais aux États-Unis, les studios savent pas trop comment vendre ce film-là. Et après avoir constaté que le film fonctionnait super bien sur le marché international, quelques mois plus tard, on va décider de le ressortir en programme double avec French Connection et dans certains cinéparcs avec Dirty Mary, Crazy Larry, un film qui implique aussi des poursuites de voitures. Donc, c'est un film qui va avoir un énorme culte au travers des années. Il y a beaucoup de gens qui vont développer un culte autour de ce film-là. Et il va y avoir un remake en 1997 avec Viggo Mortensen. C'est le remake que j'avais jamais vu, que j'ai décidé de me taper pour l'occasion de cette vidéo-là. C'est pas un grand film, je vais vous le dire tout de suite. La première partie, c'est intéressant. Ça se passe évidemment pas dans le même contexte que le film d'origine, qui offrait quelque chose de plus intéressant à mon avis. Viggo Mortensen joue un personnage qui est plus expressif, un peu moins, disons, patibulaire que Barry Newman. Il joue, on a changé l'histoire dans le film avec Viggo Mortensen. Et encore là, il va devoir passer d'un état à l'autre avec une voiture. Mais sa femme est enceinte et rentrée à l'hôpital d'urgence, est en train d'accoucher et il y a eu des complications. Donc, il doit se rendre rapidement au chevet de sa femme, d'où l'idée de la poursuite dans le film. Euh, le film est beaucoup plus moralisateur. C'est un film tourné pour la télévision. Il y a des bonnes scènes de cascade, mais disons que dans l'ensemble, c'est un film qui laisse assez à désirer, même si Viggo Mortensen est quand même très bon dans le film. Il y a des séquences qui font quand même assez sourire. Là, c'est kitsch, la suite de Vanishing Point. C'est pas à la hauteur, évidemment, d'un classique comme celui-là. Donc, Vanishing Point, je vais vous dire mes cotes tout à l'heure, mais c'est un film extraordinaire et c'est un film que je ne m'attends pas de voir et de revoir. Donc, Vanishing Point, qui est le premier film. On va parler maintenant du deuxième point, Gone in 60 Seconds. Alors, c'est un film écrit et réalisé par H.B. Alicki. C'est le titre français du film, c'est La Grande Casse. C'est un film qui est sorti en 1974. Sa cote sur IMDb est de 6,3. C'est un film qui était un projet personnel, un projet de longue date du réalisateur H.B. Alicki. L'histoire de Medrian Pace et une bande de voleurs de voitures qui vont devoir voler 50 voitures, rien de moins, en l'espace d'une seule journée pour une organisation criminelle mexicaine qui sont prêtes à payer 400 000 $ pour avoir 50 voitures livrées. Donc, vous aurez peut-être reconnu aussi l'histoire parce qu'il y a eu un remake qui a été tourné, là, disons, je crois que c'est en fin des années 90, en 95, un film produit par Jerry Bruckheimer. Un film complètement con, mais qui était quand même divertissant avec Nicolas Cage, Angelina Jolie. Le film était pas la même chose que l'original, évidemment, c'est moins bon que l'original. C'était pas des vrais de vrais. Il y avait des vraies cascades de voitures, mais je veux dire, c'était pas à la hauteur du film original. Mais quand même, ça avait donné un remake assez divertissant, meilleur que celui de Vanishing Point, on va le dire, mais qui prenait des libertés par rapport au film original. Gone in 60 Seconds, il y a une particularité, ce film-là, c'est que c'est le film de voiture qui contient la poursuite de voiture la plus longue de l'histoire du cinéma. C'est une poursuite de voiture qui dure pas moins de 40 minutes non-stop, où on va détruire pas moins de 93 voitures. Le scénario est très, très simple. La première moitié du film, bon, le film commence avec des genres de déraillement de train. On voit que le personnage principal, c'est un gars qui travaille pour une compagnie d'assurance, mais qui a aussi un garage de voitures et qui a une double vie de voleur de voitures. Et il vole seulement des véhicules qui sont assurés. Donc, il a une conscience, le bonhomme. Et donc, il va avoir ce contrat-là de voler en l'espace de quelques jours
dans le film, on nous montre la journée où se produit le vol des voitures. Donc, il va devoir voler 50 bagnoles en 24 heures. Et il y a toute une équipe avec lui, un peu comme dans le film de Nicolas Cage. C'est pas un film où il y avait au départ un scénario qui était solide. Apparemment que le monteur a eu toutes sortes de difficultés un peu à monter le film parce que c'est un peu désordonné. C'est un réalisateur qui n'était pas organisé, on va le dire, comme un réalisateur qui est chevronné, mais qui avait des idées assez claires de ce qu'il voulait au niveau des poursuites automobiles. Et il va être littéralement spécialisé dans ce genre de film-là. D'ailleurs, il va mourir sur un tournage de film, sur une tentative de faire une suite à ce film-là. Il y a eu plusieurs blessés durant le tournage, une séquence spectaculaire à la fin du film où, comme je vous dis, il y a 95 véhicules qui ont été endommagés. L'acteur principal a fait la plupart de ses cascades. H.B. Alecki, qui est le réalisateur, acteur, scénariste, il a tout fait. Il s'est ramassé les deux jambes dans le plâtre, des côtes cassées, donc il y a eu quand même des accidents assez solides pour arriver à terminer le tournage de Gone in 60 Seconds, ce qui donne un film vraiment relevé. On est sur le bout de notre siège, surtout dans la deuxième partie du film, parce que la première partie du film, il y a un petit peu de blabla, bon, on est dans l'ambiance des années 70. Ça se passe dans une ville, donc on n'est pas dans le contexte des grands espaces américains comme Vanishing Point, qui était un road movie en même temps. La vedette du film, c'est la Ford Mustang jaune qu'on appelle Eleanor dans le film, qu'on va retrouver aussi dans le film avec Nicolas Cage. On va endommager plusieurs de ces voitures-là, évidemment. Mais il y en a une qui est utilisée pour des beauty shots qui a été exposée dans toutes sortes d'expositions de voitures. L'acteur principal, H.B. Alecki, a utilisé beaucoup des gens de sa famille et des acteurs amateurs pour jouer dans le film. Comme je vous dis, il y a eu énormément de blessés durant le tournage. C'est un tournage qui a été parfois un peu chaotique, mais qui a donné un film unique en son genre, qui est un des préférés des amateurs de films de bagnole, avec raison. La dernière partie du film nous offre des moments spectaculaires, absolument extraordinaires. Donc, Gone in 60 Seconds, qui était le deuxième film dans le coin droit. Alors, qui est le gagnant du combat des films cette semaine? Eh bien, à suivre dans un petit instant. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Donc, au terme de ce duel incroyable entre Vanishing Point et Gone in 60 Seconds, quelle est la voiture qui va gagner? Est-ce que c'est celle de Vanishing Point ou celle de Gone in 60 Seconds? Eh bien, je vous donne mes cotes. Pour ce qui est de Gone in 60 Seconds, pour la réalisation, je donne un 3.5 sur 5. Quand même un film bien torché, bien réalisé, avec des scènes excitantes. Mais dans la première partie, qui est parfois, des fois, qui peut être un peu ennuyante par moment, donc, je donne un 3.5 à la réalisation. Le scénario, un 2.5, disons que c'est un film où le scénario est prétexte à nous montrer des scènes de voiture, mais il faut toujours s'adapter, comme on dit, au genre qu'on écoute. Donc, je donne un 2.5 sur 5. Le jeu des comédiens, je donnerais aussi un 2.5. C'est pas des grandes performances d'acteurs, mais c'est efficace pour le genre de film qu'on regarde. Le plaisir du visionnement, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir Gone in 60 Seconds. C'est un film que c'était pas la première fois que je voyais, donc j'ai beaucoup aimé revisionner le film. Donc, un 4 sur 5 pour le plaisir de visionnement. Et pour le potentiel de revisionnement, je donnerais aussi un 4 étoiles. C'est un film que je vais revoir, notamment pour les scènes d'action qui sont spectaculaires. Donc, ça donne au total un 16.5, la note pour Gone in 60 Seconds. Pour ce qui est de Vanishing Point, point limite 0. Pour ce qui est de la réalisation, je donne 4 pour la réalisation, qui est un film très, très bien réalisé avec de très, très bonnes séquences. Donc, 4 pour la réalisation.
Pour le scénario, un 3.5. C'est un film quand même assez simple, mais il y a quand même des idées intéressantes qu'on parvient à faire passer dans le film. C'est un film qui représente bien son époque. Donc, je donnerais un 3.5 pour le scénario. Le jeu des acteurs est efficace. Barry Newman est très efficace dans le rôle principal. C'est pas des grandes performances d'acteurs, mais des performances quand même solides. Donc, je donnerais un 3 étoiles, un 3 pour le jeu des acteurs. Plaisir de visionnement, un 5 parce que j'adore Vanishing Point et cette réécoute-là du film m'a confirmé que c'est un film que j'adorais, donc 5 pour le plaisir du visionnement et pour le potentiel de revisionnement. Je donne également un 5. C'est un film qu'on a le goût d'écouter n'importe quand. Hein. C'est un film extraordinaire. Les images sont belles, les scènes d'action sont spectaculaires. Donc, pour un total de 20.5 pour Vanishing Point. Donc, on a un gagnant à Vanishing Point qui gagne par KO. Pas que l'autre film n'est pas bon, mais le film Gone in 60 Seconds est excellent. Vanishing Point, c'est un poids lourd qui est très, très dur à détrôner. Donc, pour moi, c'est Vanishing Point. Est-ce que pour vous, ce sera le même choix que pour moi? Vous saurez me le dire dans les commentaires. Quel est votre film préféré des deux? Peut-être que c'est Gone in 60 Seconds. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire ce nouveau combat des films avec Vanishing Point et Gone in 60 Seconds. Restez à l'écoute du Ciné-Club de Rico. Vous irez voir les dernières chroniques, la chronique Horreur obscure que j'ai fait dernièrement, qui parle de films d'exploitation et films d'horreur un peu moins connus. Donc, vous allez voir, c'est assez le fun. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour plein d'autres sujets sur le cinéma. Abonnez-vous évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et mettez-moi des petits pouces en l'air, ça fait toujours du bien d'avoir des feedbacks. Moi, je réponds à tous les commentaires. Donc, si vous voulez jaser avec moi, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Donc, merci tout le monde et à la prochaine pour un prochain combat.